Dans l'actualité, la chaîne américaine CNN qui croit savoir que Vladimir Poutine pourrait annoncer le 9 mai, le jour de la victoire, eh bien, qu'elle change le titre d'opération spéciale en Ukraine par une déclaration de guerre, ce qui pourrait évidemment changer les choses et permettre à Poutine de mobiliser davantage. À l'Est, les bombardements russes sont incessants. Pour les Américains, c'est clair, le Kremlin pourrait aussi annoncer l'annexion des 2 républiques autoproclamées du Donbass et organiser un référendum plébiscite dans la région. Et puis les sanctions économiques, elles continuent avec ce 6e train de sanctions, 6e paquet de sanctions qui va être décidé par l'Union européenne, la sortie de nouvelles banques russes du système international SWIFT et un arrêt progressif des importations de pétrole russe. Général Christian Quesnot, qu'est-ce que ça changerait si le 9 mai, Vladimir Poutine disait « Allez, l'opération spéciale, c'est terminé, maintenant nous sommes en état de guerre contre l'Ukraine ». Eh bien, ça lui permettrait de mobiliser beaucoup plus d'hommes. Il pourrait décréter une mobilisation générale, ce qu'il n'a pas fait jusqu'ici. Et effectivement, les Russes manquent d'hommes. Donc c'est aussi un aveu de faiblesse. Oui, c'est vrai, mais... c'est de dire on n'y arrive pas, avec les effectifs actuels. On n'y arrive pas, il manque d'hommes. Il a perdu beaucoup d'hommes. Hein. On peut l'estimer maintenant à peu près entre 25 000 hommes. Hein, ah, vous allez même plus loin que le président Zelensky, qui lui disait il y a 23 000 Russes qui sont morts. Oui, quand même, ça change tout à chaque instant parce qu'ils se tirent dessus. Donc, moi, j'estime à peu près 25 000 hommes. Et sachant que pour un mort, il y a 3 blessés. Donc, ce qui fait, il y a 100 000 Russes qui sont neutralisés, ce qui n'est quand même pas rien. Ils ont perdu plus de 600, entre 600 et 700 chars. Hein, ce qui fait 3 fois les chars de l'armée française. Vous voyez, oui. Ils sont à peu près en 3500 blindés légers, 150 hélicoptères, 20 avions de combat. Donc c'est quand même, même si la Russie a des réserves, ils sont quand même touchés au cœur du système. Et Philippe Delara, comment annoncer ça à l'opinion russe pour qui on dit c'est une simple opération spéciale? Là, ça change tout quand même. Oui, il n'est pas évident que ça passe parce que les Russes soutiennent cette opération de leur fauteuil devant la télé. Alors, vu la nature du régime qui tient sa population vraiment par la propagande, par le spectacle télévisuel permanent, j'ai parlé dans un article à paraître dans la revue de la Défense nationale, d'hallucinologie. Poutine n'a pas vraiment d'idéologie, mais il y a une opération de conditionnement permanent par la télévision. À chaque fois, ce sont les nazis ukrainiens. Voilà. Mais tout ça ne favorise pas l'activité. C'est un soutien passif. Les gens sont en quelque sorte hypnotisés par ce discours sur la dénazification, le monde entier contre nous. Le passage à la mobilisation générale risque d'être douloureux, d'autant plus que la Russie a déjà commencé, pour pallier le manque d'hommes sur le terrain, à recruter tous azimuts en offrant des contrats, en faisant pression sur des jeunes gens pour qu'ils s'engagent volontairement, en embauchant des mercenaires, etc. Et ça ne marche pas, ça ne marche pas très bien. Alors par contre, pour revenir à la première question sur la déclaration de guerre, il est possible que Poutine sorte le grand jeu et parle non pas de la transformation de l'opération spéciale en guerre, mais de réaction de la Russie à la guerre que lui font par l'Occident. Les États-Unis, l'Occident, l'OTAN.
Et là, ça changerait évidemment de dimension. Il y a déjà, j'allais dire, des piou-piou, enfin des conscrits qui sont dans la guerre en Ukraine, mais auxquels on a fait signer un petit bout de papier en leur disant vous êtes engagés volontaires au dernier moment, mais qui ne sont absolument pas aguerris et qui, à la limite, savent pas très bien ce qu'ils font là, non ? En fait, ils étaient à l'entraînement en Biélorussie et en Russie avant le début de l'offensive, et certains ont été envoyés sur le front et en effet ne comprenaient pas, c'était pas ce qu'on leur avait vendu. Hein. Là, on leur avait vendu, vous allez arriver en Ukraine en libérateur. Ils ont très bien vu accueillis par des bouquets de fleurs. Voilà, ils ont très bien vu que ça ne se passait pas comme ça. Mais aujourd'hui, Vladimir Poutine officiellement ne voulait pas de conscrits, ne veut pas de conscrits sur le front. Or, si véritablement il déclare le 9 mai qu'il entre en guerre et que ce n'est plus une opération spéciale, à ce moment-là, ça lui permet de mobiliser cette jeunesse russe. Et oui, mais qui n'est pas formée, qui n'est pas aguerrie. Et puis comment va-t-elle réagir ? En effet, est-ce qu'elle aura vraiment envie... Enfin, elle n'aura pas le choix, vous allez me dire, mais comment se battra-t-elle sur le front ? On voit très bien qu'en effet, il fait appel à tout type de mercenariat, que Wagner, notamment l'entreprise de sécurité privée, a considérablement renforcé les primes pour pousser des gens à s'engager, mais ça ne marche pas suffisamment. Il y a un problème de cohésion après de l'ensemble, c'est compliqué. Donc non, Vladimir Poutine a un véritable problème, et ça va être très intéressant de suivre ce qui se passe le 9 mai, parce que donc les renseignements occidentaux nous disent peut-être une déclaration officielle de guerre, peut-être aussi l'annonce officielle de référendum de rattachement des républiques séparatistes pro-russes qui se trouvent dans le Donbass, pour les rattacher officiellement à la Russie, comme ce qui s'est passé en Crimée en 2014. On peut organiser un référendum en ce moment dans le Donbass, vu ce qui se passe. Tout est possible, mais attention, ce ne sera pas tout le Donbass, ce sera uniquement ces territoires séparatistes qui, depuis 2014, sont occupés par les pro-russes. Et Général Quénaud, est-ce qu'on va vers une sorte de guerre totale, du coup, si Poutine décrète la mobilisation générale ? J'espère que non, parce que si c'est une guerre totale, ça sera une guerre nucléaire. Donc, c'est du suicide pour tout le monde. Donc je pense qu'on n'ira pas jusque-là, si vous voulez. Mais je voudrais revenir sur la mobilisation. Poutine a recruté massivement en zone rurale, et ils ont ramassé tous les repris de justice et tous ceux qui avaient des histoires avec la drogue, et ils les ont envoyés en Ukraine, ce qui explique d'ailleurs en partie les massacres, parce que ces gens-là n'ont aucune règle. Comme l'encadrement de l'armée russe, il n'y a pas de sous-officiers, est très faible, donc ils étaient un peu livrés à eux-mêmes, et ils ont massacré pour prendre des ordinateurs, pour tout ce que vous voulez. Alors que les Russes, les jeunes Russes des villes un peu plus éduqués, ne veulent pas faire de service militaire. Et donc, pour s'en sortir, ils épousent des filles mères célibataires, et ce qui leur permet de ne pas faire leur service. Donc il y a toute une opération de sauve qui peut, entre guillemets, qui se met en place. On est étonné quand même de l'aveuglement de Poutine, pardonnez-moi, mais qui pensait que tout ça allait être réglé en quelques jours, et qui tombe de déconvenu en déconvenu, y compris sur les possibilités et l'état de son armée. Mais je pense qu'il croit à ses mensonges. Il s'est monté le bourrichon, si je puis m'exprimer de façon familière, et il croit à ses mensonges. C'est-à-dire, il vit dans un monde parallèle dans lequel il rejoue la Seconde Guerre mondiale, ou plus exactement la Grande Guerre patriotique, qui est un événement très différent de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle la Russie est seule face
à l'envahisseur nazi qui est devenu l'Ukraine et l'OTAN. Et puis autre changement aussi, les Occidentaux, et au premier chef desquels les Américains, qui depuis une semaine et demie maintenant se disent « mais l'Ukraine peut gagner, donc on y va ». On envoie du matériel lourd, de la high-tech et des choses qui jamais n'auraient franchi les frontières avant. Oui, parce que, encore une fois, le basculement, c'est lorsque les Occidentaux ont compris que l'Ukraine pouvait gagner cette guerre. Pas seulement se défendre héroïquement, mais véritablement gagner. Alors gagner, que veut dire une victoire aujourd'hui, c'est compliqué, mais en tout cas de défaire la Russie, peut-être aller jusqu'à... C'est un peu la gaffe calculée de Lloyd Austin, quand il a dit que le but de l'aide occidentale, enfin de l'aide des Occidentaux, c'était la victoire de l'Ukraine et l'affaiblissement durable de la Russie pour l'empêcher pour qu'elle soit plus en mesure de refaire des opérations analogues dans le futur. Oui, bien sûr. Et c'est bien ça qui est visé. En train de se passer. Sauf qu'en principe, on le fait, mais on ne le dit pas. C'est contribuer à l'effondrement de l'armée russe. Ouais. Et les Ukrainiens qui veulent récupérer tout leur territoire, y compris le Donbass. Je vous fais écouter le maire de Kiev, l'ancien boxeur Klitschko, qui dit quoi? Imaginez en France qu'on vous pique une partie de votre territoire. Avez-vous pensé un jour que sous menace, une partie du territoire français pourrait être donnée à quelqu'un d'autre en guise de compromis? Seuls les terroristes agissent de cette manière. Ils menacent et ils exigent un compromis par la suite. De quel compromis peut-il s'agir? Donner une partie de notre territoire, mais quelle partie? Donner nos villes, donner les vies d'autant de gens. Voilà, c'est clair, c'est intéressant. Et vous nous le disiez, Général, ils veulent aussi récupérer la Crimée, annexée en 2014. Oui, ils veulent récupérer l'intégrité de leur territoire, ce qui n'est pas illégitime d'ailleurs. La Crimée, ça sera difficile à mon avis, mais c'est quand même leur intention. Voilà. En tout cas, c'était intéressant d'écouter le maire de Kiev qui disait mais comparé avec vous, il n'est pas question qu'on lâche un centimètre carré de territoire. Merci à Valérie Faure-Muntian, députée LAREM, de nous avoir rejoints. Vous êtes présidente du groupe d'amitié France-Ukraine à l'Assemblée nationale. On va parler, si vous le voulez bien, du nouveau train de sanctions qui est en train de se préparer par l'Union européenne. Alors, ce nouveau train de sanctions, ça va être notamment de sortir les dernières banques russes qui étaient encore autorisées dans le système SWIFT, c'est-à-dire ce système mondial de bancaire électronique. Bonjour Julien Vercueil, vous êtes économiste spécialiste de la Russie et prof à l'INALCO, qui est l'ancien Langso. Quelles pourraient être ces banques qui sortiraient du système SWIFT? C'est les dernières sur lesquelles on pouvait régler des hydrocarbures et du gaz russe? Oui, actuellement, c'est environ 25% du système bancaire qui est touché par l'expulsion du système SWIFT. Donc, il reste 75%. Dans ces 75%, vous avez en particulier la fameuse Gazprom Bank, qui est pour l'instant, qui est épargnée. Donc, voilà, si une décision est prise dans ce sens, il y a de grandes chances pour que ça touche ce type de banque et il y a encore une grande marge. Ah oui, et pourquoi on fait ça petit à petit, comme si on laissait des portes de sortie aux Russes ? C'est exactement ce que vous dites, c'est-à-dire c'est pour pouvoir donner la possibilité à la partie russe de se rétracter en serrant de plus en plus les sanctions pour montrer qu'il peut y avoir une désescalade, que ce n'est pas 0 ou 1, mais qu'il y a des gradations. Alors c'est vrai que c'est difficile à tenir du point de vue de l'horreur de ce qui se passe sur le terrain ukrainien, mais en même temps ça permet de donner à chaque étape une marge de négociation pour la suite. Et alors, vous pouvez parler de marge de négociation, on peut parler aussi d'une certaine hypocrisie, de dire oui, mais on ne va pas non plus abattre tout le commerce avec la Russie.
L'hypocrisie, c'est une façon de ne pas complètement dévoiler toutes ses cartes dès le début. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une façon de gérer ses ressources. En fait, l'Union européenne a un certain nombre de ressources dans le bras de fer économique qui s'engage avec la Russie, et elle ne souhaite pas que ces ressources soient d'emblée mises en jeu. Elle souhaite donner la possibilité à une désescalade, et ce n'est qu'en observant l'évolution de la situation sous la pression militaire de la Russie qu'elle réagit. Donc non, ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est une façon de gérer le conflit à une échelle qui n'engage pas l'Union européenne dans la co-belligérance. Sortir de nouvelles banques russes du système SWIFT, c'est efficace ou pas? Alors, ça aurait pu être plus efficace, effectivement, si tout avait été fait dès le début, mais dans ce cas-là, on aurait eu un tel collapsus du système financier que la situation politique et sociale en Russie aurait pu être complètement incontrôlable et aurait pu conduire le pouvoir russe à l'irréparable, accusant l'Union européenne de co-belligérance. Donc, il est très très difficile d'établir des scénarios contrefactuels de la situation actuelle, mais je pense que ce qui a été décidé était raisonnable au moment où ça l'a été. Maintenant, on se rend compte que c'était sans doute un peu insuffisant compte tenu du fait que le système financier s'est rétabli, comme on le sait. On va voir si la suite pourra donner le temps aux banques de se réorganiser comme elles se sont réorganisées jusqu'à présent. Ce que j'observe, c'est que la gouverneure de la Banque centrale, Elvira Nabiullina, a aujourd'hui fait une déclaration en indiquant qu'elle allait abaisser son taux directeur, ce qui montre une certaine détente sur le système financier russe. Oui. Valérie Faure-Muntian, vous êtes favorable à des sanctions toujours plus élevées, d'aller plus loin? L'Union européenne avait pris une décision dès le départ, punir le pouvoir de la Fédération de Russie qui finance la guerre et qui mène la guerre, ne pas punir le peuple russe qui n'est pas tous Poutine et qui n'est pas tout favorable à la guerre en Ukraine, et d'aller crescendo avec des sanctions assez fortes, beaucoup plus fortes qu'en 2014 au départ, et unies, mais toutefois avec une possibilité de monter en puissance. Ne pas asphyxier complètement la Russie. Ne pas asphyxier complètement le peuple russe qui ne doit pas être une victime collatérale de ce que fait la Fédération de Russie, son pouvoir en place. Donc c'était couper les vivres aux oligarques qui est proche du pouvoir, qui finance la guerre. C'est d'empêcher l'industrie russe de fonctionner dans l'effort de guerre et donc construire des nouvelles armes. Empêcher, pas forcément couper la possibilité de le faire, mais en tout cas leur donner des freins suffisants au travers les banques qui ont été sanctionnées depuis le départ dans le système SWIFT, pour pouvoir justement serrer la vis du point de vue d'efforts de guerre, sans pour autant punir le peuple que l'Union européenne ne souhaite pas voir à genoux en termes alimentaires. Et ce qui pourrait être dangereux pour un Poutine acculé, ce que disait Julien Vercueil, si vraiment l'économie russe se casse la figure. Qu'est-ce qui risque de se passer aussi? Julien Vercueil, qu'en est-il de ces affaires de paiement en roubles? On sait que l'Europe n'est pas d'accord, que c'est anti-contractuel. Est-ce qu'on a les moyens de dire, ben non, on continue à payer en euros le gaz et le pétrole? Il semblait qu'un compromis avait été trouvé avec l'intermédiaire de la Gazprom Bank qui ouvrait deux comptes, un en euros ou en dollars et l'autre en roubles. Ce que je comprends des dispositions qui sont actuellement en train d'être prises par l'Union européenne, c'est que il y a en Europe le souhait de montrer que l'on ne plie pas face à cette injonction du pouvoir russe, qui d'ailleurs est une injonction, et ça c'est tout à fait clair, complètement non justifiée par les dispositions contractuelles. C'est-à-dire que si on se place d'un point de vue purement contractuel, il n'y a aucune justification au fait de faire payer en roubles. Si je me place maintenant du point de vue de la Russie,
c'est une situation qui est contre-productive pour la Russie elle-même. La décision de Vladimir Poutine n'a pas de sens économique. Ce dont a besoin la Russie pour poursuivre son effort de guerre, ce ne sont pas des roubles, puisque personne ne veut de roubles en ce moment. Ce sont des devises. Donc exiger le paiement en roubles, c'est tout simplement économiquement un non-sens. Donc le tour de passe-passe qui a été proposé en introduisant cette banque a permis à chacun de garder la face. La Russie en disant « Regardez, on me paye bien en roubles, ce qui était ce que j'avais demandé », et les Européens indiquant « Nous continuons à payer en euros ou en dollars ». Le fond du problème est ailleurs, de mon point de vue. Le fond du problème est un problème économique. C'est est-ce que l'Union européenne va avoir la possibilité de se désengager suffisamment vite de sa dépendance vis-à-vis du gaz russe ou pas. Qu'il soit payé en roubles ou en dollars est une question secondaire. Ouais. L'Europe qui dit on n'y arrivera pas. Hein. On peut compenser à hauteur des 2/3, mais ça va quand même être très compliqué. Le seul fait, par exemple, de remplir à fond les réservoirs là, pour que cet hiver ce soit plein, ça pourrait être une réponse ? Mais cela entraînerait une augmentation de la demande de gaz, l'augmentation des réserves, puisque ces réserves sont à des niveaux extrêmement faibles. Donc dans tous les cas, il va falloir trouver du gaz pour remplir ces réservoirs. Oui, mais j'allais dire, on a 6 mois pour en acheter plus, je ne sais pas, à l'Algérie, à la Finlande, au Norvège, etc. Mais même en tenant compte de ces... aux États-Unis, évidemment. Oui, même en tenant compte de ces sources d'approvisionnement alternatives, il semble qu'il soit extrêmement difficile d'assurer un hiver serein à l'Union européenne en 2022-2023 sans dépendre au moins à minima d'un peu de gaz russe venant par les canaux traditionnels. Donc en fait, la seule solution qui peut être combinée évidemment avec les autres solutions, il est possible que ce soit une combinaison de plusieurs solutions qui arrivent à la fin sur la table, la seule solution véritable, c'est celle de baisser la consommation de gaz en Europe. Merci beaucoup, Julien Vercueil. Très clair, hein, économiste, spécialiste de la Russie. Valérie Afourmuntian, vous attendez un hiver difficile, y compris en France ? Alors, il y a deux choses. On s'est fixé des objectifs lors de la réunion à Versailles qu'Emmanuel Macron a organisée avec l'ensemble des dirigeants européens. C'est de se désengager de 2/3 de la dépendance au gaz russe avec des approvisionnements alternatifs. Et puis, il y a la conversion, c'est-à-dire le désengagement du gaz tout court de l'Union européenne. Mais ça se fait pas en 6 mois. Ça se fait pas en 6 mois. Toutefois, il ne faut pas négliger que la France, par exemple, a une forme d'autonomie grâce à l'électricité nucléaire. Vous savez que l'électricité se stocke difficilement, donc on fait des excédents de production, on le sait aussi. Donc on n'est pas le seul pays dans ce cas précis. Donc on pourrait trouver un compromis collectif pour d'une part accompagner la transition énergétique de nos concitoyens européens vers un chauffage électrique au lieu d'un chauffage au gaz. Et donc un chauffage nucléaire. Et un chauffage nucléaire et l'industrie l'industrie aujourd'hui utilise beaucoup le gaz en Europe pour produire de l'électricité, pour fonctionner. Donc c'est le cas de l'Allemagne, par exemple. Et donc on pourrait faire une transition vers une électricité différente que celle produite par les centrales au gaz pour l'industrie européenne. Alors, ça demande énormément d'investissement, ça c'est une évidence. Merci beaucoup. Dans un instant, on va revenir justement sur la situation des réfugiés sortis de Mariupol hier et qui ne sont toujours pas plus à l'ouest.